Bellingham, c'est vraiment trop. Non mais vraiment, arrêtez ce mec, vraiment. Salut à tous les gars, c'est Asialo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce classico, voilà, que moi personnellement j'attendais. Je sais que c'était pas forcément le cas de tout le monde. Je sais que bon, les fans du Real Madrid et du Barça l'attendaient, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu un ras-le-bol général de la part de la communauté un petit peu mondiale du foot. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de hype au niveau des classicos sur les dernières années. Au final, un classico qui a bien répondu. Un bon classico. Honnêtement, on a eu un bon match de foot. Moi, j'ai été content. Même si on va en reparler, le Barça, ça s'est un petit peu fait dessus. Ah, on va pas se mentir. Le Real en mode, voilà, comme d'habitude, c'est des voyous. Je sais pas quoi dire. C'est pas péjoratif de dire ça. C'est dans le sens, voilà, c'est pour la boutade. Mais le Real, on n'en peut plus. Moi, j'en peux plus de cette équipe voilà, c'est le Real, c'est une équipe. Mais vraiment, avant le but de Bellingham, avant la frappe de Bellingham qui arrive, je sais même plus, à la 60e, quelque chose comme ça, mais à aucun moment je me dis que le Real Madrid va gagner ce match. Et je vais pouvoir rebondir aussi du côté du Barça. Le Barça, vous avez laissé passer une chance, quoi. Le Barça avait mis les ingrédients, c'est dommage. Et puis Bellingham, on va en reparler, on va rentrer dans le vif du sujet juste après, mais Bellingham, je sais pas, c'est un assassin. Ne le comparez plus. En fait, quand on l'a comparé un petit peu là dans la semaine, bon, c'était sur le ton de l'humour, je pense, ou alors certains avaient un petit peu fumé, mais il y avait ces petites comparaisons qui étaient sorties entre Bellingham et Warren Zaïre-Emery. Mais en fait, le débat Bellingham Pedri, Bellingham Zaïre Emery, Bellingham Musiala, je ne sais pas. Mais en fait, il sert à rien ce débat, les gars. Mais arrêtez ce débat. Bellingham, ce n'est plus un milieu de terrain. Ce n'est plus un joueur normal. Mais Bellingham, c'est un numéro 9. Comparez-le à Harry Kane, comparez-le à Mbappé, comparez-le je sais pas, à Haaland. Mais en fait, faut même plus, ce mec, faut même plus le comparer à des milieux de terrain. Bref, j'ai déjà fait très long. Il y a beaucoup de choses à dire pour cette vidéo, pour ce classico, pour ce débrief. Il y a eu énormément de choses. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous connaissez, on va revoir les images, les faits importants du match, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut y aller dès maintenant. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui like et qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Bon, déjà les compos, commençons par la compo du Barça, une compo assez surprenante on va dire, même si avec les absents finalement c'était un petit peu tout ce que pouvait faire Xavi. En tout cas c'était le truc le plus cohérent. Et au final, cette compo a très bien fonctionné, notamment dans la première mi-temps. Donc un 3-5-2 assez classique, Ferran Torres, Joao Félix devant avec Fermin Lopez qui était quand même un peu plus haut. C'était plus un double pivot et Fermin Lopez un petit peu en 10 qui tournait un petit peu autour de Ferran Torres et de Joao Félix. On avait Cancelo à droite, Baldé à gauche, la défense à 3 qui a été très solide en première mi-temps, normal parce que du côté du Real, j'enchaîne. Voilà, encore une fois, Carlo Ancelotti, déjà sur la première mi-temps, quand tu vois les deux compos, ça s'est bien symbolisé durant la première mi-temps et durant le match. Bah, Xavi a remporté le duel tactique en fait. C'est-à-dire qu'avec tous les absents que le Barça a eu, tactiquement le Barça a été bien supérieur au Real Madrid. Mais après, c'est pour ça que le Real Madrid est énervant et c'est pour ça que le Real Madrid, franchement, on en a marre, on n'en peut plus du Real Madrid, on n'en peut plus. Et pourtant, d'habitude, ce genre de stratagème, voilà, ce genre d'individualité, ça fonctionne pas contre le Barça. Ça fonctionne en Ligue des Champions, mais généralement contre le Barça, ça passe pas. Et bon, aujourd'hui, c'est passé. C'est-à-dire que tactiquement, le Real a été mangé. Faut le dire la vérité. Même en deuxième mi-temps. Après, il y a eu les changements de Xavi, on en reparlera un petit peu après, mais c'est vrai que la rentrée de Lewandowski, Rafinha et Oriol Romeu, bon, ça a un petit peu relancé le Real Madrid avec le but de Bellingham parce que les trois rentrées et même il y a Lamine Yamal aussi qui est rentré. Bref, les rentrées côté Barça n'ont pas été bonnes, on en reparlera juste après. Mais tactiquement, en tout cas, le Barça était bien plus au point. Xavi avait bien plus travaillé son sujet parce que finalement, côté Real, vous le voyez, c'était la compo classique quand Ancelotti envoie tous les matchs. Encore une fois, moi j'ai énormément de mal avec ce trio devant. Déjà parce que Rodrigo, depuis le début de la saison, c'est très compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a cette fameuse rumeur de blessure au genou. Bah, si c'est le cas, il faut qu'il arrête de jouer parce qu'en tout cas en termes de performance c'est pas ça du tout. Et même moi ce fameux triangle sans vrai numéro 9 avec Vinicius et Rodrigo qui sont sur les côtés et qui laissent un boulevard sur les défenseurs centraux adverses, on l'a vu hein, Christensen il a passé le match pépère avant la rentrée de Joselu. Alors ok, Joselu il a plein de défauts, voilà, c'est pas un joueur Real Madrid, c'est pas un joueur du niveau du Real Madrid, mais en termes de profil c'est le seul que t'as et il est indispensable, on l'a vu, dès qu'il est rentré il a loupé énormément de choses, que ce soit techniquement etc, même dans certains placements peut-être, mais
dans les efforts et même dans son positionnement, en tout cas savoir peser sur une défense, peser sur Christensen, etc. Il a donné un vrai duel, ce que en première mi-temps, enfin dans les 60 premières minutes, il n'y avait pas parce qu'en fait il n'y avait personne. Bref, passons un petit peu au match. Le premier but du Barça arrivait très vite, ça part, le Barça globalement, le match on va dire c'est divisé sur les deux mi-temps. La première mi-temps a été pour moi surdominée par le Barça et c'est pas normal que le Barça finissent cette première mi-temps à seulement 1-0 et ça c'est totalement de leur faute. Trop d'occasions loupées, ils ont laissé trop de crédit entre guillemets à ce Real Madrid. Quand tu tues pas le Real Madrid, tu leur laisses la possibilité de revenir. C'est ce qui s'est passé et au final le Real Madrid va même s'imposer sur ce match là. Donc c'est totalement la faute du Barça. Aussi comme je l'ai dit un petit peu, les changements de Xavi n'ont pas du tout été bons, n'ont pas du tout été pertinents. Tous les joueurs du côté du Barça qui sont rentrés à contrario du Real Madrid où les changements ont été très bons n'ont rien apporté. Donc le premier but du Barça arrive très tôt dans le match, un but de Gundogan qui de base veut faire un relais avec Ferran Torres, pardon, c'est contré par Tchouaméni. Là, il y a une. Alors là, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la défense madrilène. Comment Gundogan, qui est ici, le ballon, on le voit pas très bien, mais le ballon en gros est par là, là où il y a ma souris. Comment Gundogan, qui est ici, peut réussir à passer. Gundogan, c'est pas Mbappé quoi, en termes de vitesse et de réactivité, bon, il y a mieux quoi. Et comment la défense du Real qui, je sais pas, a dormi, Alaba pas assez dur sur le tacle, Gundogan va la récupérer et va transformer. Ça fait 1-0 pour le Barça, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter, bon déjà, Gundogan ouvre son compteur de but sous les couleurs du Barça, il a bien choisi son moment. L'homme des grands rendez-vous tout simplement, ouvrir son compteur lors d'un Classico, c'est très très cool. Mais comme je vous l'ai dit, globalement, le Barça a bien dominé cette première mi-temps, assez largement. Même le début de la seconde mi-temps, c'était un peu kiff-kiff, le Barça était encore dans le coup. Et puis, dès qu'il y a eu le but de Bellingham, ça les a achevés. Bon, aussi, j'ai mis cette image pour parler un petit peu de... Bon, ok, c'est le contexte classico, tout ça, tout ça. Je pense que les fans du Barça vous me trouvez peut-être un petit peu dur, mais moi personnellement ce genre de faute j'ai du mal. Et globalement encore une fois Vinicius, bon c'était on va dire le danger principal côté Real Madrid, parce que Bellingham, on va en reparler après de son doublé, il offre la victoire, il a été exceptionnel. Enfin il a été exceptionnel, non justement c'est un peu le paradoxe, c'est que moi Bellingham je trouve que le match il est pas ouf du tout. Soyons honnêtes, je pense que les supporters du Real ne pourront pas me dire le contraire. Si t'enlèves, alors tu vas me dire, si t'enlèves les deux buts, oui, avec des si tu refais le monde, c'est sûr que si t'enlèves les deux buts, ça... Mais bon, au-delà de ces deux buts, qui certes donnent le match, et les deux buts, bon le premier c'est un banger et tout, mais le match de Bellingham est pas bon. Globalement, au milieu de terrain, il s'est fait à peu près manger par tout le monde. Gavi a été supérieur à lui, Gundogan a été supérieur à lui. Enfin voilà quoi, le match de Bellingham, moi, avant son premier but, je l'ai pas trouvé, enfin je le trouvais limite, c'était l'un des pires. Soyons honnêtes, avec Toni Kroos et tout, c'était l'un des pires côté Real. Et bon après voilà, il met ce premier but qui relance le Real, après il est un petit peu mieux. Mais si tu prends la globalité du match, il t'offre la victoire, mais c'est pas un bon match de Bellingham. Vinicius, pareil, le match est pas ouf, mais c'était le danger principal côté Real. Et t'as bien senti que le Barça, en fait, voilà, dès que Vinicius avait la balle, ça faisait faute sur faute. Des fois, bon, des fautes un peu grossières, comme celle-là de Ferran Torres. Et moi, j'aime pas trop cet aspect-là. Je sais que c'est le côté mental, ça veut rentrer dans la tête de Vini et tout. Mais bon, je suis pas très fan de ça. On va parler aussi de penalty, parce que oui, il y a eu 2 penalty non sifflés. Un de chaque côté, un du côté du Real, un du côté du Barça. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, oui et non. Parce que pour moi, quand même, ça a une grande importance. Pourquoi? Parce que le premier penalty non sifflé, c'est pour le Barça. C'est sur cette action-là que je vous montrerai juste après. Enfin, je vous la montre dès maintenant, voilà, sur ça. Donc pour moi, il y a clairement penalty. Tchouaméni ne joue pas le ballon. Tchouaméni ceinture le coup. Bon, même si c'est pas hyper dangereux. Je veux dire qu'il met pas en danger non plus la vie de Araujo, faut pas abuser. Mais il y a faute. Il y a faute, il l'empêche de jouer la balle. On voit bien que le coup est ceinturé entre guillemets et qu'il y a le geste de le ramener vers l'arrière pendant que Araujo est en train de sauter. Donc pour moi, il y a clairement faute, c'était clairement penalty. D'ailleurs, la VAR aurait dû accorder un penalty au FC Barcelone sur cette action d'après Archivo VAR. Le site espagnol spécialisé sur les performances de la VAR en Espagne affirme que Tchouaméni a saisi Araujo par le cou de manière continue, ce qui empêche les défenseurs uruguayens de disputer le ballon. Vous en pensez quoi, penalty ou pas? Pour moi, il y a clairement penalty, et là où le Barça peut se sentir lésé, c'est qu'à ce moment-là du match, c'est juste avant la mi-temps, et justement, c'est parce que juste après ce corner, la mi-temps est sifflée, et je pense que si la mi-temps
n'est pas sifflé juste après ce corner, la VAR peut revenir dessus et du coup ça peut être sifflé, le penalty peut être sifflé. Donc c'est vraiment terrible parce que pour moi la faute est incontestable. Peut-être que certains fans du Real ne seront pas d'accord. Pour moi, je suis neutre, hein. Je suis ni supporter du Real ni supporter du Barça. Je suis supporter du PSG, si vous voulez le savoir, si ça intéresse des gens derrière cette vidéo. Donc pour moi, il y a clairement un penalty. Et là où les supporters du Barça peuvent se sentir lésés, c'est qu'à ce moment-là du match, tu mènes 1-0. Et juste avant la mi-temps, si tu as le penalty et que tu mets le 2-0, peut-être que la deuxième mi-temps n'est pas la même. Et sûrement même que le Real Madrid ne revient jamais dans ce match. Mais bon, avec des si on refait le monde, etc., etc. On passe directement en deuxième mi-temps. Le Real Madrid quand même en deuxième mi-temps a été un petit peu mieux. Globalement, je mets la deuxième mi-temps pour le Real. Comme je vous l'ai dit, c'est un match qui se sépare en deux mi-temps. La première pour le Barça assez largement et la deuxième quand même en faveur du Real Madrid, même si c'était un petit peu plus disputé. Il y a ce banger de Bellingham, voilà, qui vient complètement relancer les siens. Rien de plus à dire, quoi. Mauvaise relance de la tête, je crois c'était Inigo ou peut-être Gavi, je sais plus, bref. Mauvaise relance de la tête, Bellingham qui saisit du ballon et là il larme sa frappe. Voilà, Ter Stegen peut rien faire. Là j'ai un meilleur angle pour vous. Voilà, c'est cadeau. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux que je commande de plus? Ce mec est hors norme. C'est honnêtement, comme je vous le dis, le match de Bellingham est pas fou. Il y a plein de trucs à redire, notamment en termes de pure performance. Au-delà de ces deux buts, moi je trouve qu'il a été très moyen, très moyen. Notamment Gavi, moi je trouve l'a un petit peu mangé, soyons honnêtes. Mais voilà, il a ce talent, il a cet instinct, je sais pas, c'est un assassin, je sais pas, faut l'arrêter, je sais pas ce qu'il faut faire, mais venir tenter cette frappe là à ce moment là du match, relancer ton équipe et en plus après tu vas mettre le doublé, c'est assez exceptionnel honnêtement, mais on en reparlera un petit peu après. Il y a eu penalty aussi qui n'a pas été sifflé pour le Real, un petit peu comme avant pour le Barça, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a eu un penalty chacun. Faute grossière d'Araujo sur Camavinga, il ne joue absolument pas là-bas, je comprends pas comment la VAR n'a pas pu siffler penalty sur cette occasion. Peut-être, moi c'est ma théorie, que la VAR n'est pas revenu sur ce penalty là parce qu'ils savaient qu'ils avaient oublié un penalty pour le Barça, du coup celui que je vous ai montré juste avant. C'est une possibilité, honnêtement, parce que sinon je comprends pas comment tu ne peux pas siffler penalty là-dessus. Si tu siffles pas penalty là-dessus, en fait, t'autorises à peu près n'importe quelle prise de karaté dans la surface, soyons honnêtes. Donc bon, un penalty chacun oublié, comme je vous l'ai dit, le truc un petit peu désolant pour le Barça, je pense, c'est que du côté du Barça, c'était l'occasion de mettre le 2-0 et donc tu aurais pu asseoir ton, t'aurais pu augmenter ton avance en plus juste avant la mi-temps et peut-être que le Real à 2-0 ne revient pas dans le match. Mais bref, le deuxième but du Real et du coup le but vainqueur qui va offrir la victoire de ce Classico pour le Real Madrid, le doublé de Jude Bellingham. Voilà, c'est un but Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Centre de Carvajal, Modric qui loupe son contrôle, ça rebondit sur le sol, un contrôle loupé de Modric. Ça rebondit sur le sol, ça lobe, je crois c'est Inigo Martinez ou peut-être Christensen, je ne sais plus, bref, ça lobe le défenseur du Barça, je crois que c'est Inigo. Ça revient dans les pieds de Bellingham, Bellingham qui met coup du pied, à passe entre les jambes de Ter Stegen. Honnêtement, c'est même pas une action bien construite, c'est même pas, voilà, c'est juste le coup du sort, c'est juste le Real Madrid, l'ADN Real Madrid. J'ai rien de plus à dire, voilà. Au final, victoire méritée, j'ai envie de dire, parce que le Barça n'a pas su tuer le Real et pourtant a eu les occasions. Il y a eu un poteau de Fermin Lopez, il y a eu un moment Kepa qui arrête, qui fait une parade assez importante sur un face-à-face avec Araujo dans la surface. Il y a une tête aussi sur le poteau d'Inigo Martinez. Voilà, t'as pas eu peut-être la réussite, je sais pas, mais t'as pas su tuer le Real Madrid. Et puis voilà, au final, le Real Madrid te tue avec la manière Real Madrid qui est la sienne. Jude Bellingham, cette saison avec le Real, c'est 13 matchs, 13 buts, 3 passes D, c'est incroyable. Homme du match pour son premier Classico. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a offert le Classico au Real Madrid, c'est trop ce joueur. Ce mec, vraiment, va falloir l'arrêter. Je sais pas ce qu'il va falloir faire, mais on s'attendait pas du tout à ça. Il est dans des standards qui ne sont pas normaux pour un milieu de terrain, même un numéro 10. Jude Bellingham devient le premier joueur du Real Madrid à inscrire un doublé pour son premier Classico depuis 1947. Record, bon, petite satisfaction peut-être côté Barça.
Lamine Yamal qui devient pas le plus jeune buteur, petite faute de frappe, qui devient le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un Classico. Il est rentré, mais il n'a pas été très impactant. C'est incontestable, cet homme est la meilleure recrue de ce mercato estival 2023. J'ai rien à dire honnêtement. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah bien sûr que oui. Et pour finir, meilleur buteur de la Liga à l'heure actuelle, Bellingham, 10 buts, c'est le meilleur buteur de la Liga, c'est effrayant. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo et de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour un prochain débrief.